Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre l'avortement en Espagne fin mars. En cause, une nouvelle loi empêchant toute manifestation aux abords des cliniques pratiquant l'IVG, car le gouvernement espagnol actuel considère qu'il s'agit de harcèlement. Alors, plusieurs réformes sur l'avortement ont eu lieu en Espagne ces dernières années, dont une qui est mise en cause devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons en parler ce soir avec un ancien sénateur et avocat, un des avocats qui a préparé le recours en inconstitutionnalité contre la loi sur l'avortement, Luis Peral. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Bonsoir Luis Peral, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Le droit en débat. Alors vous êtes... Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir, vous êtes en Espagne et alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu avec vous donc d'abord sur cette loi en 2010. Il y a eu une réforme en Espagne, la loi du 3 mars 2010 sur la santé sexuelle et reproductive et donc l'interruption volontaire de grossesse. Et des députés et sénateurs, comme vous étiez sénateur à l'époque, ont déposé un recours, comme c'est possible en France. Les auditeurs connaissent bien, quand il y a une loi qui est votée, souvent les sénateurs ou les députés font un recours devant le Conseil constitutionnel en France. Et donc en Espagne, vous avez un petit peu la même possibilité. Quand vous pensez que la loi qui vient d'être votée, adoptée par le Sénat ou le Parlement est inconstitutionnel, eh bien vous pouvez faire un recours devant votre tribunal constitutionnel espagnol. Et donc vous, c'est ce que vous avez fait en juin 2010. Alors, avant de parler de la suite de cette affaire, qu'est-ce que vous reprochiez à cette loi en 2010 ? Qu'est-ce qu'elle disait en 2010, la loi espagnole ? Et la loi de l'avortement qu'on a approuvée en 2010 établit la possibilité d'avorter librement sans aucune question jusqu'à 14 semaines. Et aussi, on pouvait avorter jusqu'à 22 semaines dans le cas de graves dangers pour la vie ou la santé de la femme, avec l'avis d'un médecin, ou le risque d'anomalies graves pour l'enfant. Et même, on pouvait avorter sans terme dans le cas d'anomalies fétales incompatibles avec la vie ou une maladie extrêmement grave et incurable. Alors nous savons, le Parti populaire a voté contre au Congrès et au Sénat aussi, et 71 députés ont introduit un recours, une saisine auprès de la Cour constitutionnelle espagnole en juin 2010, contre 9 des articles de cette loi de l'avortement. La principale question, c'était la perte absolue de protection du droit à la vie de l'être humain jusqu'à 14 semaines de sa conception. Ça devenait un être humain différent dont la vie n'était pas protégée pendant les premières 14 semaines. Et ça, c'était une contradiction avec la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de 3 sentences de 1985, 1996 et 1999. Il y avait aussi une question d'eugénésie prénatale qui, dans plusieurs occasions, a été dénoncée par le Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui a dit à l'Espagne en plusieurs occasions que vous pouvez avoir l'avortement, on rentre ça, on ne parle pas de ça, mais on peut avoir des personnes qui ont une dignité inférieure à celle des autres par la seule question de sa discapacité handicapée. Et le recours a demandé à la Cour constitutionnelle une tramitation prioritaire, la suspension des effets des articles de la loi, objet de recours. Mais la Cour a refusé la suspension, mais a considéré prioritaire la résolution du recours. 11 années se sont écoulées sans que nous avions eu une sentence, ni favorable ni défavorable. Et alors on s'est adressé à la Cour constitutionnelle espagnole. C'est ça. Il n'y a pas eu de réponse. Alors en juin 2021, on a déposé à travers le Centre européen pour la loi et la justice une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, c'est ça, si je résume bien, donc en fait c'est en 2010 que l'Espagne est arrivée à l'avortement à la demande. En fait, c'était ça la grosse réforme. Oui. Et vous, là, ce recours au tribunal constitutionnel, donc ça fait 11 ans que le tribunal est saisi par les sénateurs, qu'il ne s'est toujours pas prononcé. Comment expliquez-vous qu'il ne se soit toujours pas prononcé sur votre demande en inconstitutionnalité ? Malheureusement, ils veulent avoir presque de l'unanimité pour ces questions sociales.
Alors ça, c'est pas possible. La Cour constitutionnelle, la Cour suprême américaine ne cherche pas l'unanimité. Et dans ces cas, plus de 2100 sentences ont été prononcées par la Cour constitutionnelle pendant ces 11 années. Oui. C'est pas facile de parler avec eux parce qu'ils veulent garder leur intimité. Je ne sais pas comment trouver les mots. Mais en tout cas, parfois, ils vous disent, bon, nous sommes près des élections, il y a des partis qui veulent changer la loi, alors on va attendre. Après, les partis est en train de faire un changement de la loi, ce qui s'est passé avec les partis populaires, et finalement, ça n'a pas abouti. Malheureusement, je suis le premier à dire que mon parti n'est pas bien agi dans ces cas. Et en tout cas, 11 années se sont écoulées, et nous allons vers la 12e année au prochain mois de juin. Donc c'est par prudence politique en quelque sorte, ils ont peur ou ils ne souhaitent pas, d'après vous, se prononcer sur cette question sensible? Je pense que les contribuables, celui qui paie les impôts, les paie pour faire des sentences. Et si c'est un sujet compliqué, débattu, bon, c'est leur devoir. Mmh. Ils devraient le faire, oui, c'est ça. Oui, puisque vous avez dit que depuis que vous avez saisi ce tribunal, il y a eu, ils ont rendu 2000 jugements, donc en fait, ils travaillent, c'est vraiment, en tout cas, on peut dire qu'ils font traîner cette affaire. Absolument, oui, absolument. Mais seulement, il y a même il y a un juge qui a la charge spéciale de préparer la sentence. Il y a eu des juges qui sont vraiment pour la vie, mais il avait peur de perdre la votation alors que l'avortement soit constitutionnalisé en Espagne. C'est passé aussi ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc vous portez ce recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme a une vision, on va dire, libérale de l'avortement. Les États sont libres de le légaliser ou non. Qu'est-ce que vous demandez devant la Cour européenne aujourd'hui, en fait ? On demande le droit à avoir une sentence qui est reconnue dans la Constitution espagnole, par exemple. On a le droit à la protection juridique de personnes. Et on s'en est écoulé sans avoir une sentence de la Cour constitutionnelle, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Alors, 22 de signataires qui ont signé, ce sont des députés, parce qu'on peut le faire 50 députés ou 50 sénateurs. D'accord. En Espagne, ça a été 71 députés qui ont déposé ce signe devant la Cour constitutionnelle. C'est ça. Ouais, enfin, en France, c'est 60. Alors, du coup, on verra alors ce que la Cour européenne décidera sur ce recours. Donc, pour procédure trop longue auprès du tribunal constitutionnel espagnol. Et justement, donc, depuis votre recours, la loi sur l'avortement en Espagne a à nouveau été modifiée tout récemment. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs français que contient cette nouvelle loi concernant l'avortement en Espagne ? Eh bien, le même qu'en France, que je pense qu'il y a eu une loi sur l'entrave pour harceler les gens qui veulent offrir des alternatives près des cliniques d'avortement. Chez nous, le gouvernement, qui est composé, comme vous savez, par des socialistes et des communistes, a poussé une loi qu'on appelle pour punir l'harcèlement aux femmes qui vont au centre d'avortement. D'accord. Sa loi a été approuvée en février 2022 et est entrée en vigueur aujourd'hui. Aujourd'hui, 14 avril, la loi est entrée en vigueur. Alors, le préambule de la loi est une démonstration de comment l'idéologie de genre peut promouvoir une loi justifiée par une absolue manque de rigueur sur une fixation des mensonges. Il parle des pourcentages incroyables de femmes qui vont près de ces cliniques et qui sont harcelées. C'est absolument faux parce que ça n'arrive pas. Les gens qui offrent les NGO, ONG, qui offrent des alternatives, travaillent toujours dans le plus absolu respect, dans le respect de la volontarité, et même accueillent les femmes qui sortent de ces cliniques après avoir subi un avortement, parce que ce sont de vraies victimes qui vont continuer leur vie sans que les cliniques ne s'occupent pas des conséquences psychiques de l'avortement. Alors, dans cette nouvelle loi, que c'est une modification du code pénal,
Et les peines prévues pour ces conduites de, entre guillemets, harcèlement vont c'est des prisons de 3 mois en an ou des travaux en bénéfice de la communauté de 31 à 80 jours. À celui qui harcèle, entre guillemets, les femmes, les travailleurs ou les personnels directeurs des cliniques d'avortement. Et en plus, il y a la possibilité, dans les cas qu'ils considèrent graves, d'interdire la présence dans certains lieux de 6 mois à 3 ans. Et en plus, il n'y a pas besoin de que la femme ou la personne dépose une plainte. Non, on peut agir directement par office. C'est-à-dire que comment ça, la femme, c'est pas à la femme qui se considère harcelée de porter plainte, c'est le procureur. Non, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Dans la loi, il y a une amende, c'est incroyable, du Parti nationaliste basque, qui maintenant, il n'y a pas besoin de que la femme théoriquement harcelée dépose une plainte. Alors qui c'est qui agit à la place de la femme? La clinique, peut-être. Elle peut appeler la police et dire il y a des gens qui offrent des alternatives, qui prient devant les cliniques. Voilà. Écoutez, je pense heureusement que dans la pratique, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que c'est pas facile de prouver ça. Il y aura des procédures pénales, mais je pense que ça va pas marcher. C'était ma question. Du coup, surtout, il y a un mouvement de jeunes qui, sous le titre prier, c'est pas un délit, ont commencé à prier devant les cliniques d'avortement. D'accord. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a peut-être un peu de confusion. Alors, pour clarifier, en France, il y avait eu un peu un scandale juste après la légalisation de l'avortement, parce que certaines personnes bloquaient l'accès aux cliniques, ils s'enchaînaient aux portes, donc ils bloquaient complètement le service. Ça a tout de suite été pénalisé, comme vous l'avez dit, par le délit d'entrave. Et ensuite, ce qui s'est passé, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, c'est que des gens se postent sur le parking ou à proximité de l'entrée de la clinique, soit avec un panneau, soit avec une brochure, et interpellent les femmes qui veulent rentrer dans la clinique. Et donc là, on sent bien que ces gens essayent d'interpeller ces femmes et de peut-être les faire changer d'avis. En même temps, c'est pas du harcèlement, ils sont à proximité. Alors ça peut dépendre du comportement. Peut-être que certains peuvent harceler. Et là, vous dites, ces femmes-là, elles n'ont même pas besoin de déposer plainte. La clinique peut tout de suite appeler la police et la police pourrait verbaliser les personnes qui essayent d'influencer ces femmes. Mais vous pensez qu'il y a des éléments dans la loi qui font qu'il n'y aura pas que ça sera difficilement applicable pour l'Espagne? J'espère que non, parce que, écoutez, en Espagne, on n'a jamais harcelé les femmes, on n'a jamais bloqué l'entrée des cliniques. Et les gens qui font cette méritoire est fort parce que c'est dur, hein. Oui. C'est dur, c'est une chronique d'une mort annoncée. Et c'est dur, et parfois ils sont de succès, mais d'autres fois, la femme ou les parents de la femme, de la petite fille, la pousse dans la clinique et finalement l'avortement se produit. Alors les gens qui essaient de les aider se placent dans l'autre côté, pas dans la porte de la clinique, de l'autre côté. Il y a aussi des offres d'écouter le cœur par une échographie. Et alors on les donne de brochures, mais tout est fait dans le plus grand respect. Hein. D'ailleurs, si tu veux former part des gens qui offrent des alternatives, il faut faire un cours. Ils te disent comment il faut le faire. Moi, je fais pas partie de ça, mais je connais des gens qui l'ont fait. Et on ne peut pas aller directement et dire des choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Et est-ce que le gouvernement espagnol a vraiment voulu interdire les prières, comme on a dit, comme on a pu lire dans la presse, aux abords des cliniques? Vraiment juste interdire le fait que des gens prient à côté de la clinique? La loi ne parle pas de prières, mais il y a des gens qui vont là et prient, et d'autres portent on des tracts, oui. D'être difficile de tracts, mais tout est fait dans le plus grand respect. D'accord. Alors, il y a des jeunes gens qui sont allés là avec des textes, prier, c'est pas un délit. Oui. Et
Il y a aussi des gens de l'autre côté, disons de radical du genre, qui se sont manifestés et ont essayé même d'agresser ces gens. Par exemple, dans les Pays Basques récemment, la police basque a dû intervenir pour les séparer des gens qui offraient des alternatives. Ah oui, il y a eu des contre-manifestations. Et Oui. j'avais une dernière question, il nous reste une bonne minute. Il y aurait plusieurs provinces en Espagne qui ne pratiquent pas du tout l'avortement. Alors est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'était un des sujets qui préoccupait aussi le gouvernement, cette question de l'accès dans tout le territoire à l'avortement? Oui, parce que d'accord dans la loi, on peut aller dans des cliniques publiques, dans la santé publique, mais il y a une importante objection de conscience. Alors, Pardon, il y a quoi? 180 objection de conscience Ah oui, à d'accord. Oui. l'avortement Mhm. parmi les médecins, les infirmières, tout ça. Alors, 85% des avortements sont faits dans les cliniques privées. D'accord. Et c'est l'administration qui paye, bien sûr.